Bonjour à tous et bienvenue sur Olympfit, c'est Alex et comme promis voici le quatrième et dernier épisode de la mini-série Protéines démystifiées. Ça fait un petit moment que je n'ai pas sorti de nouvelles vidéos, tout simplement parce que j'ai eu un petit souci technique et donc j'ai mon disque dur qui m'a lâché et en plus je n'avais pas fait de sauvegarde, donc vous imaginez bien que ça m'a beaucoup retardé. Bref. Au cours des dernières vidéos, je vous ai demandé de me poser toutes vos questions en relation avec les protéines. Donc j'espère que pour la majorité d'entre vous, vous avez déjà trouvé vos réponses dans les 3 premiers épisodes que vous pouvez revoir en cliquant ici. J'ai déjà répondu à certains d'entre vous directement par écrit, donc dans les commentaires. Et donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais répondre au reste de vos questions. Une question qui revient très souvent, c'est est-ce que la whey laitière est meilleure que la whey fromagère? Alors pour ceux qui ne savent pas, la whey, donc la protéine de lactosérum que vous achetez en poudre, peut être issue de l'industrie fromagère ou directement à partir du lait sans passer par le processus de fabrication du fromage. Alors, il y a beaucoup de marketing autour de cette whey laitière qu'on qualifie de whey native non dénaturée. Alors, j'ai déjà donné mon avis concernant le terme non dénaturé lors de ma première vidéo, donc je ne vais pas revenir dessus. Par contre, qu'en est-il des bienfaits de la whey native qui est supposée être supérieure à la whey classique? Alors, il y a une équipe de chercheurs norvégiens qui se sont penchés sur la question pour vérifier si la whey native a un effet anabolisant supérieur à celui de la whey classique. Leur étude a été publiée en novembre 2007 et leur conclusion est la suivante. Malgré une augmentation plus importante de la leucinémie, donc la concentration sanguine en leucine pour la whey native, celle-ci n'a pas été meilleure comparée à une whey classique en ce qui concerne l'effet sur la synthèse des protéines musculaires durant une période de 5 heures suite à l'entraînement. Vous pouvez bien sûr retrouver le lien de cette étude dans la description de la vidéo. Alors, donc, les seuls chercheurs scientifiques qui ont comparé la whey classique et la whey native concernant l'anabolisme musculaire ne trouvent aucune différence entre ces deux protéines. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, ça veut tout simplement dire qu'on a besoin de plus d'études pour pouvoir trancher et que les informations dont on dispose aujourd'hui ne nous permettent pas d'avoir une réponse claire et objective sur cette question. Maintenant, d'un point de vue personnel et toujours concernant la protéine de whey, je pense que si votre budget vous le permet, achetez plutôt une whey native. Par contre, si vous avez un budget limité, ne vous tracassez pas puisque la whey classique reste très efficace. Donc voici ma réponse pour toutes les questions qui m'ont été posées concernant la différence entre la whey native et la whey laitière fromagère. Nous allons maintenant continuer avec le reste des questions. Qu'est-ce que la valeur biologique d'une protéine et faut-il vraiment s'y fier lorsque l'on calcule nos apports? Alors cette question rejoint une autre, est-ce qu'il faut comptabiliser les sources de protéines végétales? Donc la valeur biologique d'une protéine exprime la quantité d'azote, donc la quantité de protéines retenues au niveau cellulaire de l'organisme par rapport à la quantité d'azote absorbée. Donc pour faire simple, la valeur biologique exprime la capacité de la protéine à couvrir le besoin azoté. Alors les protéines animales ont généralement une valeur biologique supérieure aux protéines végétales. Mais quand on calcule nos apports en protéines, il faut comptabiliser toutes les sources de protéines, quelle que soit leur valeur biologique. Donc on comptabilise les protéines de source animale, mais aussi les protéines de source végétale. Ne vous prenez pas la tête avec la valeur biologique des protéines. Tout ce que vous devez savoir, c'est que pour optimiser la performance physique et athlétique, le mieux est de consommer des protéines complètes, qu'elles soient de source animale ou de source végétale. Et je parle davantage de ce sujet dans l'épisode 3 des protéines démystifiées. Plusieurs personnes m'ont aussi posé des questions concernant les différentes protéines en poudre qu'on trouve sur le marché. Notamment les différences entre les protéines laitières, donc la whey et la caséine, avec les protéines d'œufs et les protéines végétales, comme par exemple les protéines de chanvre, de soja ou de pois. Et aussi, beaucoup d'entre vous me demandent quelle est la meilleure protéine. La différence majeure entre ces protéines, c'est leur teneur en acides aminés. C'est-à-dire que chaque protéine a un profil d'acides aminogrammes différent, c'est-à-dire qu'elle contient une quantité différente de chacun des 20 acides aminés standards et aussi de chacun des 8 acides aminés essentiels. Cette différence de teneur entre les acides aminés fait que chaque protéine a un impact spécifique sur l'organisme.
Chaque protéine a des avantages et des inconvénients qui lui sont propres. Donc, quelle est la meilleure protéine? Eh bien, il n'y en a pas. Je ne vous conseille pas d'utiliser exclusivement une seule protéine parce que soi-disant elle est la meilleure. Par contre, le meilleur avis que j'ai à vous donner dans le cas où vous choisissez de consommer des protéines en poudre, c'est de varier vos sources et de ne pas toujours acheter la même protéine. Donc si par exemple vous avez l'habitude de consommer de la whey, changez, prenez de la protéine d'œuf ou de la protéine végétale ou autre, peu importe. Le but est de varier vos sources de protéines en poudre, de cette façon vous allez bénéficier des avantages de chacune et aussi vous allez limiter les inconvénients. J'ai aussi reçu plusieurs questions concernant les acides aminés à chaîne ramifiée ou BCAA. Alors qu'est-ce que sont les BCAA? Comme vous le savez maintenant, ce sont des acides aminés qu'on retrouve dans toutes les protéines, peu importe la source. Toutes les protéines contiennent des BCAA dans des proportions suffisantes pour l'anabolisme protéique, même les protéines végétales. Pour être plus spécifique, les BCAA regroupent 3 acides aminés, donc la leucine, la valine et l'isoleucine. Parmi ces 3 acides aminés, c'est la leucine qui est l'acide aminé le plus important et qui joue un rôle indispensable dans l'activation de la synthèse protéique musculaire. Alors, est-ce que vous avez besoin de prendre des BCAA? Ici, la réponse dépend de 2 cas de figure possibles. Si vous êtes omnivore et que votre apport en protéines quotidien suffit pour couvrir vos besoins, dans ce cas, non, vous n'avez pas besoin de prendre des BCAA et même si vous êtes en sèche, parce que je répète que les BCAA font partie intégrante des protéines, donc si vous en consommez assez, vous n'avez pas besoin de vous supplémenter en BCAA. Cependant, une supplémentation en leucine peut être utile dans certains cas, comme par exemple lors des repas pauvres en protéines ou si vous êtes végan ou végétarien et que vous avez des difficultés à satisfaire votre besoin protéique ou que vous voulez compléter une ration qui ne vous apporte pas tous les acides aminés essentiels en quantité suffisante. Dans ce cas, il serait judicieux de se supplémenter non pas en BCAA, mais en acides aminés essentiels et aussi en leucine. Pour répondre à la question de Manuel sur ce sujet, faut-il se supplémenter en leucine ou autres acides aminés pour faciliter l'absorption des protéines et y a-t-il une différence pour favoriser leur assimilation? Alors ici, il faut savoir que les acides aminés libres sont moins bien absorbés par les entérocytes, donc les cellules de la muqueuse intestinale, comparés aux peptides qui sont une association de plusieurs acides aminés et donc les dipeptides ou les tripeptides sont mieux absorbés par nos intestins que les acides aminés libres, ce qui veut dire qu'une supplémentation en acides aminés, quelle qu'elle soit, ne va pas faciliter l'absorption des protéines qui sont dans tous les cas hydrolysées en peptides par les enzymes pancréatiques. Maintenant, si on parle de protéines en poudre, les hydrolysats et les peptopros sont plus facilement assimilés puisque les protéines sont déjà prédigérées sous forme de petits peptides directement absorbables par la muqueuse intestinale. Si par contre on parle de protéines alimentaires, la façon la plus efficace de faciliter leur absorption, c'est de les consommer au cours d'un repas équilibré, puisqu'il y a une synergie entre les différents nutriments et il se trouve qu'ils sont mieux assimilés lorsqu'ils sont consommés ensemble. La deuxième chose qui est encore plus importante et très souvent complètement négligée, c'est de bien mâcher pour réduire la taille des aliments et optimiser le travail de digestion enzymatique. Est-il important de prendre des protéines lentes avant de dormir et est-ce que le corps les digère pendant le sommeil? Alors prendre des protéines lentes avant de dormir, ça peut être une très bonne idée. Ce n'est pas absolument nécessaire, donc je ne peux pas dire que c'est important. Le plus important, c'est l'apport total journalier. Dans le cas où vous consommez des protéines lentes le soir, bien sûr, le corps les digère même pendant le sommeil. Quelle proportion de protéines en prise de masse ou en sèche? Comme je l'ai déjà dit lors de mes précédentes vidéos, la proportion de protéines ne change pas, qu'on soit en prise de masse ou en sèche. Pour les pratiquants de sport de force et de musculation, l'apport se situe environ à 0,7 g par kg de poids de corps par jour. En période de sèche, ce sont généralement les glucides qui diminuent au profit des lipides. J'ai reçu aussi beaucoup de questions sur le danger possible des protéines sur les reins. Ici, je vais le dire une fois pour toutes, les protéines ne sont pas dangereuses ni pour les reins ni pour quelconque autre organe. Cette idée des protéines qui abîment les reins est un vieux mythe complètement faux et non fondé. Il y a des centaines d'études sur les protéines et leurs effets sur différents organes et aucune étude ne montre un effet néfaste des protéines chez des sujets bien portants et non pathologiques. Je vous mets quelques liens dans la description de cette vidéo. J'ai envie de dire que ce sont plutôt les glucides et les lipides
qui sont responsables de toutes les maladies métaboliques qui tuent des milliers de gens tous les ans. A contrario, les protéines sont le macronutriment le plus important et comme je l'ai déjà expliqué dans ma première vidéo, les protéines sont les ouvrières de nos cellules. Donc consommez vos besoins en protéines sans avoir peur et choisissez en priorité des aliments naturels et non transformés. Question de Patrice, protéines en poudre et perméabilité intestinale. Alors les protéines ont un effet sur la perméabilité intestinale, comme par exemple le gluten, mais ceci dépend de plusieurs facteurs et ça n'a rien à voir avec le fait que la protéine soit en poudre ou pas. Question de Chris, moi j'utilise de la whey isolate, est-ce que c'est bien ou pas et quelle serait la meilleure protéine à utiliser sans ruiner la santé? Alors premièrement, n'ayez pas peur, comme je l'ai dit, les protéines ne vont pas vous ruiner la santé. La protéine whey isolate, oui, c'est bien. Est-ce que c'est la meilleure? Non. Comme je l'ai déjà expliqué, il n'y a pas de meilleure protéine. La meilleure chose à faire, c'est de varier les sources de protéines en poudre et de ne pas toujours utiliser la même. Y a-t-il une différence métabolique selon la provenance de la protéine? Est-ce que le processus métabolique des protéines animales et des protéines végétales produit inévitablement de l'urée? Alors oui, peu importe la source de la protéine, son métabolisme et sa dégradation produisent toujours de l'urée et de l'ammonium que le corps élimine très bien si l'alimentation est équilibrée. Question de Guillaume, quelle quantité de protéines ingérées assimilées par le corps et est-ce qu'il rejette le surplus? Cette question rejoint celle de El Capitaine. Tu dis que prendre de la protéine peut faire prendre de la graisse. Peux-tu revenir sur ce sujet? Alors déjà, quelle que soit la quantité de protéines ingérées, le corps va toujours digérer ces protéines. Maintenant, en fonction de ses besoins, le corps va utiliser ces protéines, soit premièrement pour fabriquer de l'énergie, notamment de l'énergie qui va servir à la digestion, et deuxièmement, le corps va fabriquer des protéines propres à son fonctionnement, comme par exemple les protéines musculaires et plein d'autres types de protéines bien plus importantes. Maintenant, si l'on consomme beaucoup trop de protéines, celles-ci vont servir à la fabrication d'énergie. Donc le corps va moins utiliser les glucides et les lipides pour fabriquer de l'énergie et donc ces glucides et lipides qui ne servent pas à la fabrication d'énergie vont être stockés sous forme de masse adipeuse. De cette manière très simplifiée et indirecte, la consommation excessive de protéines peut favoriser la prise de masse grasse. Alors bien sûr, je parle dans le cas où l'apport calorique est supérieur aux dépenses. Plusieurs questions de Bikes MTB, donc la première concerne les phytoestrogènes du soja et leur effet sur la testostérone. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le soja et les produits dérivés du soja contiennent des isoflavones ou des phytoestrogènes. Ce sont des molécules qui miment l'action des estrogènes et donc qui peuvent avoir des effets perturbateurs sur le métabolisme des hormones sexuelles. Mais les études ne sont pas catégoriques là-dessus et dans tous les cas, les effets néfastes ne s'observent qu'avec une consommation importante, fréquente et prolongée. Ceci dit, la protéine de soja reste une bonne protéine qui peut être très efficace pour l'anabolisme musculaire, mais le mieux, et je suis en train de me répéter, mais s'il y a un seul message à retenir de cette vidéo, c'est de varier vos sources de protéines et de ne pas utiliser toujours la même pour justement limiter les risques possibles sur la santé comme pour n'importe quel autre produit ou aliment. Pour cette raison, en tant que diététicien, je vous encourage à varier vos protéines en poudre tout comme votre alimentation. La deuxième question, est-ce que l'alimentation normale suffit-elle pour acquérir un physique athlétique ou faut-il prendre des suppléments en protéines? Alors bien sûr, la réponse est oui. L'alimentation normale, saine, variée et équilibrée suffit pour développer un physique athlétique et non, il n'est pas obligatoire de consommer des protéines en poudre. Dernière question, est-ce que les besoins en protéines fluctuent avec l'âge? Alors, pour le sujet adulte, quel que soit son âge, l'apport protéique se calcule toujours en fonction du poids de corps et de l'activité physique, dont j'ai déjà donné les recommandations lors de mes vidéos précédentes. Concernant le sujet âgé, donc à partir de 70 ans, l'apport protéique doit être légèrement augmenté d'environ plus 10 à plus 20%. Voici donc la fin de cette série sur les protéines. J'espère que j'ai réussi à clarifier les choses et à démystifier les idées reçues autour des protéines. Si vous avez encore des questions, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Aimez et partagez cette vidéo pour m'aider à faire connaître la chaîne OlymFit et accompagner le plus de gens possible dans leur pratique sportive. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.